quel appareil photo choisir pour débuter la photo en cette fin d'année 2022 et pour l'année 2023. Si vous regardez cette vidéo, c'est que cette question, vous devez sans doute vous la poser, que vous avez peut-être regardé des dizaines de vidéos sur YouTube, que vous avez consulté des tas de sites internet et que vous n'êtes toujours pas aujourd'hui au stade avancé de votre recherche et que vous êtes plutôt au point mort. Vous avez peut-être lu un peu tout et son contraire et vous n'y voyez toujours pas clair. Il y a sans doute d'autres questions que vous vous posez, par exemple de combien de pixels est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est important, quelles caractéristiques ai-je besoin sur mon appareil photo, quelle marque je dois choisir, quel objectif je dois choisir avec mon appareil photo. Bref, il y a comme ça toute une multitude de questions que l'on se pose lorsqu'on souhaite investir dans un premier appareil photo et c'est bien normal. Et l'objectif de cette vidéo sera de vous aider à répondre à ces diverses questions et surtout à la fin d'y voir beaucoup plus clair. Il y a tout juste un an, j'ai sorti sur cette chaîne une vidéo qui s'appelait Acheter son premier appareil photo et clairement c'est la vidéo qui a le plus intéressé et donc je me suis dit pourquoi pas un an après actualiser cette vidéo et je vais la diviser en deux parties et le but de la vidéo dans laquelle vous êtes actuellement c'est de répondre à un certain nombre de questions que les débutants se posent. Cette vidéo sera valable assez durablement et j'ai décidé de faire une vidéo séparée que je renouvellerai de temps en temps pour vous donner des références dans le temps au fur et à mesure de l'évolution du marché d'appareils photo que je vous conseille selon les budgets, selon les besoins, selon les marques, etc. pour débuter la photo et surtout pour un premier achat. Donc dans cette vidéo, je vais déjà répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations, de réflexions que l'on peut se poser lorsqu'on débute la photo. Comme je vous dis, vous avez peut-être un petit peu fouillé YouTube, vous avez entendu un peu tout et son contraire. Moi, je vais vous donner mes réponses à ces questions. Personnellement, si vous ne me connaissez pas, moi je suis photographe professionnel, ça fait plus de 10 ans que je fais de la photographie et j'ai photographié pendant quasiment ces 10 ans avec du Nikon. Aujourd'hui, je suis passé chez Sony, j'ai aussi du matériel Fujifilm, je teste très régulièrement des tas de matériel, donc j'ai un petit peu de recul sur le marché de la photo et surtout, je m'informe énormément des sorties, des nouveautés, etc., etc. Et avec le temps, on apprend à connaître les matériels, à savoir ce qui est important, etc. Donc, je tiens à dire que le propos qui est ici n'est que le mien. Vous pourrez sans doute entendre d'autres choses ailleurs. Voilà, c'est la subjectivité. Cependant, je pense qu'il y a certains critères qui sont plus de l'ordre quand même d'une certaine objectivité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Simplement, la semaine prochaine, donc je publierai la deuxième partie de cette vidéo. Et là, restez connectés parce que je vous donnerai en fait des références concrètes selon les marques que je vous conseille, avec des références d'appareils photo, d'objectifs, selon les prix, selon les besoins. Et je vous donnerai aussi des conseils pour savoir où acheter, quand acheter, et également parler notamment du marché de l'occasion. Mais sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors déjà, en naviguant sur les sites internet, sur les vidéos YouTube, etc., vous avez dû voir qu'il existe plusieurs catégories d'appareils photo. Il y a ce qu'on appelle les hybrides, il y a ce qu'on appelle les réflexes, il y a aussi les bridge ou encore les compacts, et puis bien sûr, il y a les smartphones. Mais le smartphone, peut-être que, et même sans doute, vous en avez un, vous faites sans doute peut-être de la photo avec ça, et vous avez envie tout simplement d'évoluer et de vous dire, le smartphone, il me laisse un petit goût de j'en ai pas assez et j'en veux plus, et c'est pour ça que vous posez sans doute la question d'acheter un premier appareil photo. Sur les 4 types précédents que je viens de citer, on va déjà évacuer les bridge parce que ce sont des appareils qui sont certes très polyvalents mais qui sont quand même pas très performants. Voilà, c'est bien pour vraiment une toute première entrée mais c'est pas vraiment évolutif, donc ça on va le balayer. Également, je vais balayer les compacts. Compacts, vous savez, ce sont les petits appareils photo. Alors ils ont l'avantage de leur compacité, mais vous n'avez pas d'objectif interchangeable, l'objectif est fixe et il existe d'excellents appareils photo compacts mais qui de fait ne sont quand même pas donné et il vaut mieux, moi je pense, pour débuter, avoir la possibilité d'ajouter des objectifs interchangeables et de pouvoir les faire varier. Les compacts c'est sympa, mais ça on y vient plutôt après pas mal d'années avec la photo quand on a des besoins précis. Donc c'est pas ce dont on a besoin là au moment où on se parle et sans doute pas pour vos besoins à vous. De fait, il nous reste 2 grandes catégories d'appareils photo, ce sont les réflexes et les hybrides. Je vais résumer très rapidement la différence entre les deux, mais cependant, je vous mets de ce côté là, vous avez le lien en fait, le petit encart. Je fais une vidéo dédiée qui vous explique les différences entre les réflexes et les hybrides. Plutôt que de revenir sur tout ça, je vous invite à aller regarder cette vidéo
photo et je vais aller assez vite. Globalement, les réflexes sont les appareils les plus anciens, en tout cas dans leur historique. Donc ce sont des appareils qui ont globalement les mêmes caractéristiques que les hybrides. La grande différence entre les deux, ça concerne la visée et que vous n'avez pas à l'intérieur d'un hybride ce qu'on appelle un miroir qui lui est présent dans les réflexes. Et le miroir est une pièce optique de verre qui vous permet de voir la vue directe dans le viseur de l'appareil photo, alors que sur un appareil photo hybride, la visée se fait via un viseur électronique. Donc ça, c'est la principale caractéristique. Mais de fait, avec le temps, avec les technologies, les hybrides ont embarqué de plus en plus de technologies que n'ont pas les réflexes. Ce sont aussi des appareils qui sont plus compacts et surtout qui sont très doués aussi en vidéo. Donc ce sont des appareils photo qui globalement sont bien plus polyvalents et puissants au moment où je vous parle que les réflexes. Et donc, le marché de la photo a été complètement bouleversé. Les hybrides ont vraiment été lancés il y a une décennie à peu près, notamment par des leaders, on en reparlera après, que sont Sony ou même Fujifilm, et il y a encore d'autres marques. Jusqu'à encore peu de temps, vous aviez les deux dinosaures de la photo qui étaient Canon et Nikon et qui disaient le marché de la photo c'est le réflexe, l'hybride, nous on n'y croit pas, là où d'autres marques y croyaient. Cependant, technologiquement, les hybrides ont surclassé les réflexes et face à de nombreux consommateurs qui quitter Nikon et Canon pour aller vers d'autres marques, dont Sony ou Fujifilm, qui eux faisaient de l'hybride, ils se sont rendus compte qu'il fallait vite passer dans ces marques. L'an dernier, je le disais avec humour, c'était au départ un petit peu de mépris de la part de ces marques vis-à-vis des hybrides, et puis finalement, ils s'y sont vite mis. Et aujourd'hui, le marché de la photo n'est plus binaire, c'est-à-dire vous n'avez plus simplement deux géants qui se battent, Canon et Nikon, mais vous avez aujourd'hui une multitude de marques, et le marché a complètement été redessiné. Là où avant les deux dominaient et les autres récupèrent un petit peu les miettes. Aujourd'hui, quand on regarde le marché de la photo au niveau des ventes mondiales, on se rend compte que Canon est toujours au sommet. Mais le deuxième vendeur d'appareils photo n'est plus Nikon, c'est maintenant Sony. Et Sony continue d'augmenter sa part de vente sur le marché alors que la part de Nikon recule. Et vous avez d'autres marques dont on parlera, Fujifilm, Lumix, Olympus, qui est devenu OMD System, qui elles se sont vraiment insérées durablement sur le marché de la photo hybride. Et donc aujourd'hui, la norme c'est devenu l'hybride. Et il est vrai que dorénavant, quand vous regardez sur les boutiques, etc., certes vous avez toujours des réflexes, mais les hybrides maintenant c'est devenu une véritable norme. Et ça, forcément, ça va orienter notre premier point de savoir qu'est-ce qu'on doit choisir entre un réflexe et un hybride. Alors je tiens à dire dès le départ, entre les deux, il n'y a pas forcément une question de qualité d'image, parce que ce qui fait la qualité d'image, c'est notamment le capteur. Et là-dessus, le capteur, qu'il soit monté sur un hybride ou sur un réflexe, c'est le même, et vous aurez des deux côtés une excellente qualité d'image. Vous aurez des réflexes avec des rafales excellentes, des hybrides pareil. Enfin, il y a des tas de caractéristiques qui sont communes. Cependant, et là, moi, c'est pour ça où je vais vous dire dès le départ, moi, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui partir sur de l'hybride. Pourquoi ? Parce que le réflexe, vous avez peut-être trouvé des tas de réflexes pas chers, d'occasion, même neufs. Vous avez sur ces discounts ou Amazon, vous avez des petits Canon, des 2000D ou des Nikon, des D3000, je ne sais combien, qui sont pas chers, et vous allez dire c'est une super affaire. Oui, mais le problème c'est que aujourd'hui les grandes marques du réflexe, donc Canon et Nikon, ont annoncé officiellement l'arrêt de développement de ces gammes réflexes, c'est-à-dire qu'ils continuent à les vendre et elles sont proposées au catalogue. La preuve, vous les trouvez sur vos sites marchands préférés. Cependant, ces marques ont annoncé qu'elles ne développeraient plus de boîtiers et d'objectifs, ce qui veut dire que dorénavant, les produits qui sont vendus n'ont pas d'avenir de développement et qu'ils sont de facto obsolètes. Résultat, vous pouvez tout à fait acheter un réflexe pas cher et ça n'engage que vous. Cependant, moi je pense que stratégiquement, et on va parler beaucoup de stratégie d'investissement à long terme, moi je pense qu'il n'est pas judicieux d'un point de vue purement stratégique d'investir dans du matériel qui ne connaîtra pas d'évolution, et donc vous partez sur un matériel qui est déjà donc obsolète. Et moi je pense que en cela il vaut mieux partir sur de l'hybride qui évoluera avec le temps. Vous ne savez pas si la photo sera une passion durable ou pas, d'accord ? Si c'est le cas, tout simplement déjà le matériel hybride vous suivra plus longtemps, vous pourrez évoluer dans votre pratique, et c'est là où dans les autres conseils que je vous donnerai, le but c'est d'investir là aussi intelligemment pour évoluer le plus facilement et surtout avec des dépenses les plus raisonnables possibles. Et également, si jamais ça ne vous plaît pas, à la revente, certes aujourd'hui les réflexes ça se vend, mais vu que beaucoup de photographes quittent les réflexes pour partir vers l'hybride, le marché d'occasion est quand même saturé, les prix ont tendance à baisser, alors que l'hybride, vu que c'est le futur, ça se vend quand même toujours bien, et les photographes qui ont quand même de l'expérience se tournent vers l'hybride, et beaucoup de photographes vendent aujourd'hui leur matériel réflexe pour partir plutôt vers de l'hybride. Donc je le répète, si vous achetez un réflexe ou si vous achetez un hybride,
c'est pas qu'avec un hybride vous aurez une meilleure qualité d'image, mais vous aurez sans doute des caractéristiques qui seront plus modernes et plus polyvalentes. Les appareils photo, on va le voir, qui sont aussi peut-être plus compacts, etc. Mais surtout, vous avez du matériel qui est destiné à une évolution technologique dans le futur, là où, par exemple, pour les appareils photo réflexes, maintenant, c'est râpé. Une fois qu'on a posé ce constat et que vous dites, bon, ok, j'avais vu un réflexe, mais finalement, c'est peut-être pas l'investissement le plus judicieux, vous dites, bon, ok, je regarde les hybrides, mais maintenant, vers quoi je pars? Et il y a une multitude de choses à regarder, et alors, qu'est-ce qu'on doit regarder? Alors moi, tout d'abord, je pense que la première chose, et ça, c'est la règle qu'il faut se poser et auquel on ne pense surtout pas quand on débute la photo, c'est d'investir dans du matériel qui durera le plus longtemps possible. Et ça, quand on débute, forcément, on ne connaît pas tout ça, et c'est là où parfois, il faut écouter un petit peu les conseils qu'on peut donner. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé la photo, j'ai commencé par Nikon, parce que, pourquoi? Parce que j'aimais bien cette marque, parce que j'avais eu un petit appareil photo compact quand j'étais adolescent Nikon, et que, voilà, je suis allé chez Nikon, faut pas aller chercher plus loin. Cependant, à l'époque, je m'étais pas du tout posé la question, parce que, on se les pose pas quand on débute, de savoir est-ce que ce matériel il va me suivre longtemps, etc. Enfin, d'autres questions qu'on va se poser juste après. Donc l'objectif, c'est dès le départ dans votre choix de trouver une marque, un matériel, un appareil photo, des objectifs qui vont vous permettre déjà de bien vous faire la main, de savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire en photo, parce qu'au début on sait pas forcément, et de pouvoir évoluer le plus loin possible, et surtout de vous dire à terme, dans cette marque, je vais trouver du matériel qui, dans le temps, évoluera. Si je veux changer le boîtier, je peux passer sur un boîtier plus performant en gardant mes objectifs. Je peux peut-être aussi changer d'objectif et j'ai besoin du plus grand parc optique possible, etc., etc. Alors que si vous partez sur une marque où au départ vous dites juste, l'appareil photo il me plaît, mais vous focalisez pas sur les objectifs, etc. Sur le moment, ça va vous satisfaire, mais au bout d'un certain temps, si vous aimez la photo, que vous voulez évoluer, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes limité. Et là, la réflexion que vous aurez, c'est crotte. Si j'avais su à l'époque, je me serais dit, je fais un autre choix. Et surtout, vous allez peut-être quitter cette marque, quitter ce matériel pour aller vers autre chose. Et là, vous allez forcément perdre de l'argent. Et l'objectif, c'est de vous donner des clés pour ne pas perdre cet argent, en tout cas le moins possible. Et donc, ça m'amène forcément sur un critère que l'on ne regarde pas quand on achète un appareil photo, c'est tout ce qui touche aux objectifs. Traditionnellement, et moi le premier, il y a plus de 10 ans quand j'ai acheté mon premier Nikon, j'ai regardé quoi? J'ai regardé le boîtier, bon très bien, on regarde les caractéristiques, le nombre de mégapixels, machin truc, on n'y connaît rien. Mais au bout, on se dit, voilà, je choisis mon appareil photo pour le boîtier. Alors il y a un objectif avec, mais on sait pas trop vraiment ce que c'est. Et là, c'est là la grave erreur, parce que en photographie, et ça vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a une règle fondamentale, c'est qu'en photo, ce qui est le plus important, ça n'est pas le boîtier, mais c'est vraiment le verre, l'objectif. Et donc il faut toujours mieux privilégier la qualité des objectifs, en tout cas à long terme, plutôt que la qualité du boîtier. La règle est la suivante, et elle est très simple. Il vaut toujours mieux avoir un bon objectif sur un mauvais appareil photo, plutôt qu'un bon appareil photo sur un meilleur objectif. Et pour cause, le capteur, certes, il peut être de bonne qualité de votre appareil photo, sauf que la lumière qui traverse votre objectif, l'objectif étant un obstacle, c'est du verre, et c'est un petit peu comme vous pouvez avoir une vue de faucon, si devant vous mettez des verres qui ne sont pas adaptés à votre vue, vous y verrez flou. Et là, c'est pareil. On a toujours tendance à dire, devant un appareil photo, faut pas mettre un cul de bouteille. Oui, parce que le verre, c'est vraiment ce qui va donner la qualité d'image à votre photo. Et si vous avez un mauvais objectif, vous pourrez avoir le meilleur boîtier du monde, mais en fait, vous n'aurez pas une image de qualité. Alors que si vous mettez un bon objectif devant un boîtier qui est plutôt très modeste, vous en sortirez quand même d'incroyables photos. Et ça, on ne le perçoit pas quand on débute. La moralité, c'est que on doit se demander quelles sont les marques qui offrent déjà de bons objectifs. Alors là-dessus, on va être très clair, toutes les marques font de super objectifs, mais surtout, le nombre d'objectifs le plus large possible, ce qu'on appelle un parc optique, c'est-à-dire une gamme d'objectifs qui va répondre à divers besoins. Ensuite, à tous les prix. Oui, parce qu'il suffit pas de faire des objectifs à 3-4 000 euros, mais il faut aussi faire des objectifs pour madame et monsieur tout le monde. Également, il faudra se demander s'il existe des marques tierces compatibles avec la marque de l'appareil photo. Ce sont des marques autres que la marque constructeur de votre boîtier et qui fabriquent également des objectifs, souvent avec des rapports qualité-prix qui sont bien meilleurs que les marques d'origine et surtout qui offrent des objectifs parfois différents, voilà, en termes de focale, etc., etc. Et donc, certaines marques ouvrent ce qu'on appelle leur monture à des marques tierces, leur autorise à fabriquer des objectifs compatibles avec la marque et d'autres ne le font pas. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc aujourd'hui, si on devait regarder, je pense, la marque qui a le parc optique le plus développé, le plus polyvalent, que ce soit dans sa propre marque ou alors avec des marques tierces, je pense que c'est Sony. Et oui, Sony, ça fait quand même un petit moment qu'ils ont développé leur monture hybride. Résultat, ils ont un parc optique d'objectifs Sony qui est quand même assez conséquent. Il y en a plutôt à tous les prix, c'est quand même
pas donné, on va pas se mentir, mais généralement toutes les marques constructeurs comme ça, Sony, Nikon, Canon, etc. font des objectifs qui sont quand même pas donnés. Mais surtout, Sony a autorisé depuis un long moment les marques tierces à développer des objectifs sur sa monture. Et résultat, aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines d'objectifs de marques tierces qui sont souvent d'une qualité incroyable et à des prix défiant toute concurrence. Vous avez par exemple chez Tamron, chez Sigma, chez Samyang et j'en passe encore des tas d'autres, des objectifs qui valent vraiment le coup pour parfois un prix qui est une fois et demi, deux fois, voire deux fois et demi inférieur à on va dire, un objectif équivalent chez Sony. Également, l'alliance Lumix et OMD, donc anciennement Olympus, a une monture commune, donc ça veut dire que quand vous achetez un objectif Lumix, vous pouvez le monter sur un Olympus, enfin un OMD maintenant on dit, et inversement. Résultat, là c'est pareil, c'est un parc optique qui est très riche, et surtout vu que ce ne sont pas des grands capteurs, il y a moins de verre de fait sur les objectifs. Résultat, ils sont moins chers, et les objectifs sont à des prix qui sont certes, on va dire, pas donnés, mais qui sont quand même, en termes de rapport prix-performance, etc., qui sont quand même acceptables, et en tout cas moins chers que ce qu'on peut trouver sur des plus gros capteurs. Donc là-dessus, les objectifs Lumix ou OMD sont très satisfaisants en termes, je pense, de rapport qualité-prix. Forcément, je vais vous parler de Fujifilm, et Fujifilm, donc c'est une marque qui a développé, on en parlera après, sa monture X, donc un capteur APS-C, et ce qui est très intéressant, c'est que la gamme de chez Fuji, alors elle est pas parfaite, mais elle est quand même très large. Aujourd'hui, vous avez de très nombreux objectifs, et surtout, Fujifilm a ouvert sa monture également aux marques tierces, et aujourd'hui, vous avez ces marques qui investissent réellement la gamme X de Fujifilm. Vous avez Tamron qui a sorti des zooms, vous avez Sigma qui a sorti des focales fixes et maintenant un zoom. Vous avez Viltrox, vous avez voilà comme ça d'autres marques. Résultat, il y a aussi un choix qui est quand même très intéressant à la fois dans les objectifs Fuji mais aussi dans les objectifs des marques tierces. Et en tant que consommateur, ça vous laisse par la suite un choix très large pour évoluer et choisir vos objectifs. Et là maintenant vous avez dû remarquer que depuis tout à l'heure je vous ai pas parlé de Canon et Nikon et pour cause, pour moi ce sont de mauvais élèves. Et là je vais mettre un pavé dans la mare. Et je vais être très clair, pour moi, si vous débutez la photo, que vous n'avez pas déjà du matériel photo, pas d'objectif, je vous déconseille de partir sur ces marques. Pourquoi ? C'est pas qu'elles font de mauvais appareils photo, c'est simplement que leur parc optique, pour moi, n'est pas satisfaisant pour un débutant photo. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais clairement, les deux marques l'ont dit, et comme toutes les marques de la photo, aujourd'hui, face à la concurrence des smartphones, ces marques ont décidé de complètement presque supprimer en fait l'entrée de gamme, avant tous les boîtiers réflexes qu'il y avait, qui se vendaient, mais qui aujourd'hui sont en vraie perte de vitesse. Et résultat, Canon et Nikon investissent plutôt le haut de gamme, mais ça c'est valable pour toutes les marques. Et le problème, c'est que ces marques ont privilégié dans un premier temps le parc optique pour en fait les boîtiers qui étaient plus haut de gamme, notamment les boîtiers plein format, et a complètement délaissé tout ce qui était optique plus amateur, notamment pour les boîtiers APS-C. Par exemple, si je prends Canon, vous avez aujourd'hui deux excellents boîtiers qui sont sortis il y a pas longtemps, le R7 et le R10, et vous avez peut-être déjà vu ces boîtiers. Les boîtiers en eux-mêmes, ils sont super, et je n'ai rien à dire. Le R10 en rapport qualité-prix, il est génial, et je pense que c'est une petite pépite. Cependant, c'est bien d'avoir un bon boîtier, mais quel objectif vous mettez devant? Pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas d'objectif, il y a deux objectifs en monture RFS, donc dédiés à ces appareils photo-là. Il y en a que deux, et ils sont loin d'être fous. Alors il y en a d'autres qui vont sortir, mais traditionnellement, je pense pas que ces marques Canon, Nikon vont vraiment développer une gamme pertinente en APS-C, en tout cas rien de satisfaisant. Résultat, il faut mettre des objectifs pour appareils photo plein format, qui sont plus gros et surtout qui sont très chers. Et le gros problème chez Canon, c'est que Canon refuse toujours d'ouvrir sa monture à des marques tierces pour la monture hybride. Et avant, vous avez des objectifs Sigma, Tamron, etc. sur les réflexes Canon, ok. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas ces marques qui peuvent fabriquer des objectifs sur la monture hybride, donc RF de Canon, et en fait, vous n'avez que les objectifs Canon qui coûtent extrêmement cher. Donc si vous me dites, moi le budget c'est pas un problème, d'ailleurs vous n'avez même pas besoin de regarder cette vidéo, vous pouvez aller chez Canon, vous achetez un super appareil photo avec des super objectifs. Mais par contre, l'addition, elle sera très très salée. Et le problème, c'est que aujourd'hui aussi, au-delà du fait que les objectifs sont chers, ceux des pleins formats, vous pouvez les mettre certes sur un appareil photo APS-C, mais en termes de plage focale, en fait, ça correspondra pas exactement à vos besoins, notamment par exemple surtout pour du grand angle. Et le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas d'objectifs qui sont intéressants. Certains me diront oui, mais Canon, il y a des rumeurs qui disent que dans 1 an ou 2, ils pourraient ouvrir leur monture. Attendant, la rumeur, ça n'est que de la rumeur. Moi, au moment où je vous parle,
Il n'y a rien qui me dit que Canon le fera. Et quand on fait des investissements comme ça, on va pas se baser sur des rumeurs d'un forum, de photographes ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas un parc optique qui est satisfaisant et qui, en l'état, vous permettra de vraiment évoluer. Vous pourrez me dire, oui, alors ce que tu peux faire, c'est que tu achètes une bague d'adaptation pour y mettre des objectifs réflexes. C'est tout à fait possible, libre à vous de le faire et ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, c'est se dire que on va aller acheter des objectifs qui sont peut-être plus anciens, qui tiennent moins bien des capteurs qui ont plus de pixels, qui en termes d'autofocus sont aussi moins performants par rapport aux performances des hybrides, etc. Et surtout, là c'est le cas notamment chez Nikon, quand vous mettez une bague d'adaptation, elle est quand même assez épaisse et on perd en fait une forme de compacité. Et certains objectifs avec la bague sont beaucoup plus gros que ce qu'on peut avoir sur l'hybride. Enfin bref, c'est pas, on va dire, vraiment équilibré et c'est pas optimisé par rapport aux objectifs hybrides. Chez Nikon, c'est pareil. Moi, je trouve que là, c'est carrément les boîtiers qui sont pas forcément très satisfaisants pour un public débutant. Vous avez le Z30, il y a même pas de viseur. Moi, un appareil photo sans viseur, ça m'intéresse pas vraiment. Surtout que le plaisir d'un appareil photo, c'est aussi de mettre son œil dans le viseur. Le Z50, excusez-moi, mais pour le prix, il y a mieux ailleurs. Le capteur est pas stabilisé, voilà. Le ZFC, c'est un Z50 mais vintage. Voilà, c'est juste du style. Et autant aller chez Fujifilm pour avoir du vintage à ce prix. Et puis le gros problème, c'est que c'est pareil. Chez Nikon, en fait, le parc optique pour les appareils photo amateurs, donc un capteur APS-C, est très réduit. Ce sont des objectifs qui sont loin d'être qualitatifs. Et avant, en monture réflexe, vous aviez des objectifs qui étaient abordables, on va dire. Maintenant, en fait, les objectifs de monture Z ont explosé niveau prix. Et je vous donne un exemple. Avant, vous aviez le Nikon 50 mm 1.8, qui est une focale fixe très classique, qui coûtait 200 €. Donc, c'était un bon prix quand même pour un objectif qui était très performant. Et puis, maintenant, l'équivalent en monture Z coûte plus de 600 €. Et là, c'est pareil. Vous me dites, oui, en fait, il suffit d'acheter la bague, mettre un objectif réflexe. Enfin, en attendant, votre objectif, le tout va faire ça, alors qu'au départ, l'objectif, il fait moitié moins. Je vois pas l'intérêt, en fait. Le but de l'hybride, c'est pas d'avoir un truc super long. Ça, c'est tout à fait valable pour quelqu'un qui a déjà un réflexe et qui se dit, j'ai déjà mes objectifs. Dans ce cas-là, j'achète un hybride Nikon et je revends mon réflexe. Et puis, avec ma bague, je peux garder mes objectifs. Mais pour un achat, quand on n'a pas déjà d'objectifs, moi je dis, pourquoi s'embêter à aller acheter des objectifs de réflexe quand on peut acheter une autre marque qui vous fournit directement des objectifs hybrides dédiés, le plus compact possible, etc. Donc pour résumer, moi je vais vous dire, le problème c'est pas que Canon et Nikon sont moins bien que les autres, au contraire, simplement ils font un choix qui est délibéré de se concentrer sur des gammes qui sont supérieures, qui sont plus rémunératrices, avec une plus haute valeur ajoutée. Et résultat, aujourd'hui, il y a d'excellents appareils photo haut de gamme dans ces deux marques et les professionnels plébiscitent ces marques encore aujourd'hui, mais ils ont fait le choix de clairement quand même délaisser les amateurs et surtout de privilégier les amateurs qui à la limite avaient déjà du matériel, du temps, du réflexe. Donc vous voyez, le premier critère en fait qu'il faut vraiment regarder, c'était même pas l'appareil photo en lui-même, c'était de savoir le parc optique et les objectifs qu'on va monter dessus. Et donc pour résumer, moi je pense qu'aujourd'hui les marques qui ont une sérieuse avance là-dessus au moment où je vous parle, et j'espère que Canon et Nikon proposeront une offre intéressante dans le futur avec de nouveaux objectifs adaptés, mais pour l'instant, Sony pour moi c'est le plus large, Lumix et OMD c'est vraiment très intéressant et pareil chez Fujifilm et Canon et Nikon pour moi en termes de parc optique pour des appareils photo débutants c'est pas satisfaisant. Ensuite la deuxième chose que l'on ne sait pas trop quand on débute la photo et des fois on se dit mais qu'est-ce qui fait qu'un appareil photo va coûter 4000 € puis il y en a un qui coûte 600 €, c'est notamment ce qu'on appelle la taille du capteur. Alors le capteur c'est la pièce centrale de votre appareil photo, c'est lui qui capte la lumière et qui vient tout simplement transformer le signal envoyé par la lumière en une image, c'est le cœur de votre appareil photo. Et en photo, il y a une règle, grosso modo, attention, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, plus un capteur sera grand, et meilleure sera la qualité d'image, car il captera plus facilement la lumière, et inversement, plus un capteur sera petit, et moins il captera facilement la lumière, et plus un capteur est grand et plus il est cher, et plus il est petit, et moins il est cher, mais ça, je pense que c'est tout à fait logique. Il existe toute une myriade de capteurs, et là, vous les voyez, vous avez en fait des petits capteurs, c'est notamment ceux qu'on retrouve sur nos smartphones ou ceux qui sont légèrement plus grands sur les appareils photo compacts. Ça, c'est les capteurs de 1 pouce. Ensuite, vous avez 3 grandes familles de capteurs qui vont nous intéresser. D'abord, c'est le capteur micro 4 tiers. Lui, c'est un compromis qui commence à être intéressant entre la taille et la performance. C'est ce capteur qui équipe les appareils photo donc micro 4 tiers de chez Lumix et également ceux de chez Olympus, donc OMD System. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, on en parlera après. Après, vous avez les capteurs APS-C. Alors les capteurs APS-C, ils sont encore plus grands et ça, je pense que c'est le meilleur rapport prix
performance aujourd'hui. De très nombreuses marques les utilisent. Fujifilm, c'est le cœur de sa gamme Fujifilm X. Et ensuite, vous avez aussi Sony qui a toute la gamme 6000, A6000, A6100, 6200, etc. Et vous avez également toutes les gammes de chez Canon et de chez Nikon dont on a parlé précédemment. Attention simplement, les capteurs de chez Canon en APS-C sont légèrement plus petits que les capteurs des autres marques. Enfin, il y a la troisième grande famille de capteurs, en tout cas parmi les plus vendus, c'est ce qu'on appelle le plein format. C'est ce qui équipe en fait la plupart des appareils photo haut de gamme. Donc là, c'est ce qui offre une meilleure qualité d'image encore, mais là, les prix, ils s'envolent. Et encore au-dessus du plein format, vous avez ce qu'on appelle le moyen format. Là, on est carrément sur des très grands capteurs. Mais là, c'est des appareils photo à 5, 7, 10 000 euros et plus. Donc là, vous avez compris que c'est pour un public qui est ultra professionnel. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, donc là, j'ai ici un Sony Alpha 7 IV. Ça, c'est un appareil photo avec un capteur plein format. Et j'ai ici un Fujifilm X-S10. Hop là, il passe devant. Et ce Fujifilm X-S10, lui, est doté d'un capteur APS-C, donc qui est plus petit. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, le Fuji X-S10, il se trouve à 999 €, là où le Sony Alpha 7 IV, donc avec son plus grand capteur, se trouve aujourd'hui à 2800 €. Donc vous voyez, il y a quand même un écart très important. Donc grosso modo, regardez la taille du capteur, mais comprenez que voilà, ce qui fait aussi le prix, et c'est notamment la qualité du capteur. Et souvent, et ça c'est le point suivant, vous demandez, oui mais du coup, de combien de mégapixels est-ce que j'ai besoin sur ce capteur et dans mon appareil photo? Alors ça c'est souvent une affirmation que j'entends de la part de personnes qui justement ne connaissent pas grand-chose à la photo, et c'est un truc, j'ai l'impression, c'est un petit peu un mythe qui s'entretient, et souvent j'entends « Ah ouais, cet appareil photo, il a beaucoup de mégapixels, il doit faire de belles photos. » No, God! No, God, please, no! 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 En fait, ça, c'est vraiment une légende urbaine et qui est totalement fausse parce que ça n'est pas le nombre de mégapixels qui fait la qualité d'une photo. Pour le comprendre, il faut déjà comprendre ce qu'est en fait un nombre de mégapixels. À la surface de votre capteur, vous avez des petites pièces, des cellules qu'on appelle des photosites. Donc ces photosites, généralement, ils sont en millions. On les appelle aussi des pixels. Voilà, donc un photosite, c'est un pixel. Et donc ces pixels sont photosensibles, c'est-à-dire sensibles à la lumière, et ils vont capter la lumière qui passe d'abord à travers votre objectif et qui est dans l'environnement, et ensuite l'appareil photo avec le processeur va transformer le signal qu'il y a dans la lumière en une image. Et donc l'idée c'est que plus vous avez de pixels, plus vous allez avoir de points et plus vous allez avoir de détails sur une image. Donc la règle c'est plus je vais avoir de pixels sur mon appareil photo et plus je vais pouvoir afficher grosso modo une image en grand pour garder ce qu'on appelle une résolution satisfaisante, c'est-à-dire une densité de pixels satisfaisant à l'œil. Mais c'est là où il faut largement relativiser. On n'a pas besoin aujourd'hui dans notre utilisation quotidienne pour de l'affichage d'avoir beaucoup de pixels. Je vous donne quelques exemples pour vous en convaincre. Un affichage en 1080p. Alors maintenant 1080p c'est un peu faible, mais vous voyez vous avez un écran d'ordi. Bon mais 1080p c'est un affichage de 2 millions de pixels. Bon, c'est extrêmement peu. Maintenant, si vous mettez un affichage en 4K, donc sur quand même une grande télé dans votre salon, en 4K, ça commence à être une belle définition. Là, quand vous regardez, en termes de nombre de mégapixels, la 4K, ça correspond à 12 millions de pixels. Donc vous voyez, c'est très faible. Et aujourd'hui, la plupart des appareils photo, il y en a encore à 12, mais ils sont de plus en plus rares. Et la plupart, ils sont à 16, 20, 24, 26 mégapixels. Donc, pour un affichage courant, pour faire des petites impressions de cette taille-là, vous n'avez pas besoin d'avoir, en fait, un appareil photo à 40, 50, 60, 100 millions de pixels. Ça ne sert à rien. Et concrètement, vous aurez besoin d'avoir beaucoup de pixels si vous imprimez en très grand, si vous voulez afficher en très grand, pour garder une bonne densité de pixels, mais sinon ça ne sert absolument à rien, si ce n'est en fait vider votre porte-monnaie, parce que globalement les capteurs les plus définis coûtent plus cher, et également, attention, plus un capteur est défini, ça on en fera une vidéo dédiée, mais globalement, moins il monte en ISO. Et donc aujourd'hui, vous prenez des boîtiers qui ont peu de pixels, justement ils montent très bien en ISO, c'est-à-dire que vous avez une excellente qualité d'image offerte par le capteur, et donc souvent, en plus vous avez un prix qui est intéressant,
Ça suffit très largement pour des impressions ou pour un affichage. Et puis en plus de ça, vous avez un appareil photo qui est très performant. Cinquième point à prendre en compte lorsque vous voulez acheter un appareil photo, c'est tout ce qui touche à l'ergonomie. Alors l'ergonomie, elle peut être physique, c'est tout ce qui est prise en main, le grip, etc. Et aussi logiciel, donc les menus. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on achète un appareil photo. Ça, on apprend à en voir l'importance avec le temps, avec l'expérience, et on se rend compte de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ce qui est, moi, je pense très important, c'est que vu que vous allez faire un investissement qui est quand même assez important, si vous avez l'opportunité, vous vivez plutôt en ville, que vous avez, je sais pas, la Fnac ou même mieux une boutique photo indépendante à côté de chez vous, poussez la porte, vous allez voir, déjà vous allez avoir des conseils, etc. Et surtout, vous allez pouvoir prendre en main le matériel, et ça c'est très important. Sur certains matériels, vous allez peut-être voir sur les photos en ligne, vous allez dire ouais bon c'est pas mal, on dit que la qualité d'image est bien et tout. Peut-être que les menus sont pas clairs, peut-être que le grip pour tenir l'appareil photo est pas agréable, peut-être que les boutons ils sont mal placés, etc. Et ça dépendra de chacun. Il y a des marques qui sont excellentes en termes d'ergonomie et je pense que là-dessus, la marque reine par-dessus tout, c'est Canon. Là-dessus, moi je trouve que c'est exceptionnel. Canon a toujours eu une science de l'ergonomie qui est incroyable, que ce soit logiciel ou même physique. Et c'est extrêmement agréable d'avoir un boîtier Canon en main. Vous avez des marques qui sont très très bonnes et qui sont tout aussi bonnes. Ça, c'est des questions d'expérience. Mais vous voyez, par exemple, si vous prenez des boîtiers chez Fujifilm, les menus sont pas toujours les plus clair et dans la convivialité, on va dire. Pareil chez Sony, les anciens menus Sony, aujourd'hui sur les derniers boîtiers, ça va, ils sont quand même plutôt bien, mais sur les anciens menus Sony, c'est un petit peu compliqué. Ça, il faut le prendre en compte. Alors bien évidemment, quand on achète, on fait toujours des compromis, mais voilà, c'est le genre de choses qu'il faut savoir. Là-dessus, on en reparlera dans la vidéo suivante. Vous prenez un boîtier de la gamme A6000 de Sony. L'ergonomie, c'est clairement pas le point fort. Si pour vous, c'est un point important, dans ce cas-là, il faut le prendre en compte et ne surtout pas le négliger. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai résumé tout un nombre de questions et c'est non exhaustif, c'est-à-dire j'en suis sûr que j'en ai oublié, de savoir d'autres caractéristiques. Alors je sors ma feuille parce que j'ai pas mal de points. Alors parmi les caractéristiques autres que vous pourriez regarder, ça pourrait être notamment, alors le poids. Et c'est même pas que le poids, c'est aussi le rapport taille, encombrement, etc. Ça, c'est très important et je m'explique pourquoi c'est capital. La photo, ça doit rester, sauf si c'est votre métier, mais si vous regardez cette vidéo, c'est pas le cas. La photo, ça doit rester un plaisir. Donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir un matériel qui est encombrant, qui est lourd, ça peut être dissuasif. Et il y a des tas et des tas de photographes qui, au bout d'un moment, avec leurs réflexes avant et tout, se disaient « j'en ai marre, ça pèse lourd dans mon sac, ça prend de la place ». Et certains l'ont abandonné, leur matériel, en se disant « le meilleur appareil photo, c'est celui que l'on a sur soi ». C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a toujours sur soi, c'est son smartphone, et c'est pour ça que c'est très populaire. Donc, moi, je pense qu'il faut un rapport très équilibré entre la performance, le poids, etc. Vous voyez, par exemple, moi, si je veux aller me balader le week-end, je vais pas me trimballer ça, quoi. Alors moi ça je le fais parce que c'est pour la passion, etc. Mais si vous voulez, je vais préférer emporter par exemple mon petit Fujifilm, vous voyez, avec un petit objectif grand comme ça prend pas de place, c'est léger. Et donc vous voyez, rien que là, l'objectif par exemple celui-là, alors bien évidemment c'est pas le matériel que vous allez acheter, mais vous voyez par exemple l'objectif à lui seul il pèse 1 kg. Voilà, au début on va pas se concentrer vers du matériel qui est lourd, encombrant, etc. Et surtout, dites-vous une chose, à terme, si vous achetez du matériel, par exemple un réflexe, les réflexes ils sont plus gros, ils sont souvent plus lourds, et à terme ça peut être dissuasif et peut-être que ça peut éroder votre passion pour la photo parce que c'est trop lourd ou ça prend trop de place. Autre point à prendre en compte éventuellement, l'autofocus, de savoir est-ce qu'il est performant. Ça c'est très important, notamment si vous faites de la photo un petit peu sportive, c'est-à-dire voilà, vos enfants qui courent, votre chien, si vous aimez les animaux, si vous aimez le sport automobile, etc., etc. Avec l'autofocus aussi, bien sûr, la rafale. Si vous faites là aussi de la photo qui est assez sportive, de combien d'images par seconde et la rafale. Et donc, ça, c'est plutôt important à prendre en compte. Si ça vous intéresse pas forcément, dans ce cas-là, là, vous voyez, c'est un critère qui est moins important. Également, on peut se dire, est-ce que le capteur est stabilisé ou pas? Globalement, aujourd'hui, beaucoup d'hybrides, ça c'est aussi l'avancée des hybrides, offrent des capteurs qui sont stabilisés, donc qui sont un peu comme sur des petits ressorts, et ça permet d'éviter les tremblements, notamment lorsqu'on fait de la photo de nuit, où on a des vitesses qui sont lentes en photo, et donc ça permet d'éviter les flous. Ça, il y a des appareils photo qui sont pas très chers, qui ont ces fonctions, notamment chez Lumix ou chez Olympus. Et vous voyez par exemple chez Nikon, vous prenez un Z50, le capteur n'est pas stabilisé, alors que sur des boîtiers moins chers dans d'autres marques, vous pouvez avoir des capteurs stabilisés. Également la question du viseur ou même de l'écran, de savoir est-ce que le viseur est agréable, est-ce qu'il est assez large, est-ce que l'image est plutôt fluide, pareil pour l'écran, est-ce qu'il est assez lumineux, notamment lorsque
il fait assez jour, est-ce que je vois bien l'image ou est-ce que en fait je suis obligé de m'approcher parce qu'il n'est pas assez lumineux, etc. Ça peut être un critère aussi à prendre en compte. Également, y a-t-il du Wi-Fi à l'intérieur de votre appareil photo? Alors ça peut paraître anecdotique. Moi, je vous assure qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer. Aujourd'hui, sur les hybrides, alors les réflexes avaient déjà commencé à le faire, mais vous avez un Wi-Fi intégré qui vous permet de vous transférer directement de votre appareil photo vers votre smartphone vos clichés. C'est extrêmement rapide. Si vous avez l'habitude de publier rapidement, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas envie de passer par un ordinateur ou quoi, ça peut être très pratique. Et aujourd'hui, moi par exemple, quand je suis en voyage ou quoi, j'adore m'envoyer des photos, les partager directement et ça me permet comme ça d'être très mobile et surtout en fait c'est juste fun quoi. Aussi, vous pouvez regarder savoir est-ce que votre matériel est résistant aux intempéries, c'est ce qu'on appelle la tropicalisation dans la photo. Si vous faites des photos dans des environnements qui sont plutôt compliqués, par exemple vous habitez en Bretagne, non je rigole. Ok, salut les Bretons. Si vous habitez dans des environnements plus sérieusement qui sont humides, ou alors vous allez beaucoup à la mer avec le sable, etc. Si vous êtes dans des environnements qui sont froids, qu'il y a de la neige, dans ce genre d'environnement, c'est vrai que si le matériel n'est pas suffisamment protégé dans sa construction, ça peut être un véritable problème et vous pouvez carrément en fait casser votre matériel. Si vous bossez souvent dans ces conditions-là, il est vrai que la tropicalisation, donc la résistance aux intempéries, sera un critère qui est vraiment très important. Si vous dites, moi j'aime bien faire des photos quand il fait beau, etc., c'est pas un problème, dans ce cas-là, on passe outre. Également, posez-vous la question de savoir, est-ce que la batterie est endurante? Donc combien de photos je peux faire avec? Ça, c'est souvent une faiblesse des hybrides, hein. Je vois le Fujifilm X-S10, on fait à peine 300 photos avec, là où il y a des appareils photo qui sont beaucoup plus performants, et ça, pour ça, chez les réflexes, les batteries sont plus performantes. Ça, c'est un problème sans en être un. En fait, il suffit d'acheter d'autres batteries, et puis on a quelques batteries sur soi, et puis on tient la journée facilement, mais ça peut être un critère qui, en tout cas, peut être déterminant pour certaines personnes. De même sur l'écran, je reviens sur l'écran, est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est orientable? S'il est orientable, comment est-ce qu'il est orientable? Est-ce qu'il est orientable dans l'axe? Est-ce qu'il est rotatif? On peut se filmer. Là, vous voyez, par exemple, je prends ce Fujifilm X-S10, l'écran, donc, peut se tourner et vous voyez, je peux le mettre face à moi. Il y a des tas d'appareils photo qui n'ont pas forcément ces fonctionnalités et aussi posez-vous la question, est-ce que pour vous c'est important par exemple que l'écran soit tactile ou pas? Bon, ça c'est sympa, mais moi si vous voulez au quotidien c'est pas une fonctionnalité qui m'est vraiment importante. Aussi on peut se demander quel type de carte de stockage peut en fait accepter votre boîtier. Est-ce qu'il y a un emplacement de carte? Est-ce qu'il y en a deux? Voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Généralement pour des boîtiers amateurs, il y a un port de carte SD, bon ça suffit, voilà. Et puis enfin, parmi les caractéristiques, c'est vrai que avec les hybrides, ce qui est intéressant, c'est toutes les caractéristiques vidéo sont de véritables caméras. Là, dans ce cas-là, il faut regarder d'un peu plus près, savoir est-ce que par exemple l'appareil filme en 4K, à combien d'images par seconde, est-ce qu'il fait du ralenti, combien de temps je peux filmer. Si vous avez envie d'utiliser votre appareil photo pour filmer par exemple, je sais pas, une fête ou quelque chose qui va durer longtemps, vous avez beaucoup d'appareils photo qui, par exemple, ont des durées maximales d'enregistrement de 20-30 minutes. Si vous voulez filmer, je sais pas, la kermesse de vos enfants et qui dure 1 heure, il va falloir couper. Est-ce que c'est un critère important ou pas pour vous? Ça, il y a que vous qui pourrez le décider, mais en tout cas, ça fait partie peut-être des critères à prendre en compte. Bref, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ces questions qu'on peut se poser. Il y en a sans doute d'autres, j'en ai peut-être oublié. En tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en voyez d'autres. Mais voilà, ça fait partie comme ça de tout un nombre de fonctionnalités. Et si vous avez des demandes précises, là aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, j'essaierai d'y répondre et de vous guider un petit peu. Alors, au bout de cette vidéo, qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, je pense que pour faire une synthèse, c'est tout simplement que quand on débute la photo, pour la plupart des gens, on ne sait pas quel type de photo on a vraiment envie de faire. Est-ce que vous préférez le paysage? Est-ce que vous avez envie de faire du portrait? Est-ce que vous avez envie de faire la macro? Voilà, la photo culinaire ou je ne sais quoi. Photo sportive, animalière. Enfin, je pense qu'au début, on a envie de tester un petit peu tout. Et puis, c'est avec le temps où on apprend qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, vous voyez, avec le temps, j'ai appris que c'était plutôt la photographie de paysage que j'aimais le plus. Je fais des tas d'autres styles de photos. Mais le cœur de ce que j'aime le plus, c'est la photo de paysage. De fait, quand au fil du temps, j'ai investi dans du matériel, je suis parti plutôt vers du matériel qui était plutôt destiné à ce type de photo. Mais quand on débute, on ne sait pas, d'où l'intérêt de partir vers du matériel qui est quand même assez polyvalent pour pouvoir un petit peu tout explorer et ensuite avec le temps, si la photo nous plaît, tout simplement pouvoir se spécialiser à la limite ou même si vous aimez tout, trouver le matériel le plus polyvalent possible. Cependant, ça ne vous a pas échappé, la photographie c'est une passion qui peut coûter
très cher et c'est quand même aujourd'hui assez onéreux. Il y a une véritable montée en gamme du marché de la photo avec la concurrence des smartphones. Résultat, les prix sont de plus en plus élevés. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, sur du neuf, quand on a des budgets autour par exemple des 500 €, c'est très très difficile de trouver des références et on est vraiment sur entrée de gamme. Là où il y a encore pas si longtemps que ça, notamment du temps des réflexes, il y avait du matériel, il y avait toute une gamme dans ces prix-là, alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus rien parce que les marques font une véritable montée en gamme, c'est assumé, et parce que les smartphones en fait ont complètement effacé l'entrée de gamme des appareils photo. Donc la moralité, c'est que comme je vous ai dit, vu que vous allez quand même investir un petit billet, dans ce cas-là, il vaut mieux réfléchir intelligemment, prendre le temps de se dire vers quoi j'ai envie d'aller. Donc là, je vous ai dressé tout un nombre de critères à prendre en compte, et la semaine prochaine, donc dans la vidéo suivante, je vous donnerai, moi, mes conseils avec les marques que je vous conseille. Je vous donnerai des références avec des boîtiers. Je vous donnerai des objectifs. On parlera de sous. On parlera notamment aussi de là où vous pouvez acheter votre matériel. Je vous donnerai aussi des noms de boutiques où vous pouvez acheter en toute sécurité et vraiment des sites professionnels. Et puis aussi, on parlera notamment du marché de l'occasion parce que ça peut être très intéressant, surtout lorsqu'on débute la photo. Et donc la semaine prochaine, on fera tout ce bilan et ça vous permettra de partir sur des références concrètes de matériel photo pour bien débuter. Et donc en attendant, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, vous les mettez en commentaire et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et de fait, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo.